C'est parti avec une nouvelle explication linéaire, la confrontation avec le conte, qui est un extrait de l'acte 3, scène 2 du mariage de Figaro, 1784. Production, donc Beaumarchais, 1732-1799. À la vie aventureuse est un écrivain, dramaturge, aventurier, espion, marchand d'armes. C'est l'auteur de comédies à portée souvent contestataire. C'est une petite répétition, c'est pas grave. Éditeur de Voltaire, il est espion, il fait partie des Lumières, il est à l'origine de la première loi en faveur du droit d'auteur et de le fondateur de la Société des auteurs. L'œuvre, Le mariage de Figaro, est une comédie de 5 actes de Beaumarchais. Elle est marquée par un thème sociopolitique, dénonciation des privilèges de la noblesse, de l'aristocratie, la satire de la société inégalitaire. C'est une pièce de théâtre, mais aussi un des signes avant-coureurs de la Révolution française. Le contexte de l'extrait. Le comte. Le comte veut proposer à Figaro un déplacement pour un travail à Londres. C'est un piège pour savoir si Figaro est au courant de ses projets de coucher avec Suzanne. S'il accepte d'aller à Londres, cela veut dire que Figaro ne sait rien, ne sait pas que le comte veut coucher avec Suzanne. Donc, ça veut dire que le comte a le champ libre. Si Figaro refuse d'aller à Londres, alors cela veut dire qu'il sait tout et que les plans du comte sont contrariés. Or, Figaro est bien au courant de la stratégie du comte. Il va faire semblant de rien. Ouh là là, c'est un double jeu de dupe, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de tromper, mais je sais pas que l'autre sait déjà que je vais me tromper. Voilà. Il y a une confrontation verbale entre Figaro et le comte. C'est une scène qui est à la fois amusante, la tirade des Goddam, et à la fois pleine de tension, avec la stichométie finale. C'est aussi la première et la seule fois que le Figaro et le comte se retrouvent à s'affronter aussi directement. La lecture du texte. Problématique. En quoi cette scène de confrontation entre Figaro et le comte est-elle vive et pleine de tension? Du plan, il y a du mouvement du texte, de la ligne 1 à la ligne 24, jusqu'à travaillons-le un peu dans son genre. Figaro se moque du comte par rapport à la mission qui lui est donnée. De la ligne 25 à 44, de quel motif avait la comtesse jusqu'à la fin. Retournement de situation, le comte lance des phrases qui attaquent son serviteur, mais Figaro répond avec provocation. Alors nous sommes dans le premier mouvement, ligne 1 à 24. La proposition du comte, de la ligne 1 à 9, dès le début, le comte, après s'être mis en colère, fait un effort pour se maîtriser. Didascalie radoucie. Le comte se rattrape. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Avec beaucoup d'aposiopèse, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. La parole du comte se fait hésitante car c'est le moment où il ment et manipule le plus et où il veut que Figaro prenne la parole pour se trahir. Et Figaro répond par le comique. La réponse de Figaro est la tirade des Goddam. Le comique, des comiques de mots et de situations, il retarde les conclusions d'Almaviva. Figaro est toujours fidèle à sa stratégie de jamais répondre directement. Il commence par noyer le poisson avec une question. Monseigneur a changé d'avis? Il fait diversion avec la fameuse tirade de Goddam, comique dans son absurdité, puisqu'il utilise Goddam pour dire tout et n'importe quoi. Et en plus, c'est un juron, quoi. Goddam, c'est le nom de Dieu. Hein. C'est un juron qui est mis à l'honneur, finalement. C'est un peu drôle. Goddam est répété, martelé. Ligne 6, 8, 11, 13, 15, 18 et 21. Tout le temps, Goddam, 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 Goddam. Il met de la vivacité dans sa tirade avec son interjection diable et son ironie. Une belle langue que l'anglais. Pour un juron, ouais, c'est un peu ironique. Il se met en scène dans un récit pittoresque, imagé et mimé, une suite d'hypotyposes, c'est-à-dire la figure de style consistant à décrire la scène comme si on la voyait, en la guidant par une suite de questions prenant le compte à témoin. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras? Aimez-vous à boire un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet? Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trop en menu, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches? C'est comme si voilà, il s'adresse directement au comte. Imaginez un petit peu que vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des didascalies actives. Figaro se livre à une vraie pantomime, il mime quoi. Il tourne la broche, il débouche la bouteille, il donne de lui un ethos, c'est-à-dire l'image qu'il veut donner, de jeune homme jouisseur, attaché à ses plaisirs, avec une gradation, puisqu'on passe de la nourriture, le poulet gras, au vin,
excellent Bourgogne ou Clairet, pour finir pour une de ces jolies personnes, une jolie jeune fille. Nourriture, alcool, romance, les trois ingrédients d'un séjour linguistique réussi pour Figaro. Euh, également, c'est la différence entre ce que Figaro demande et ce qu'on lui sert. Un poulet gras, on lui sert un pied de bœuf salé sans pain. On note le sans pain, évidemment, c'est la pénurie. c'est pas terrible. Un coup de fil en Bourgogne ou de Clairet contre on vous sert un pot de bière en bel étain, la mousse au bord. C'est pas du tout ce qu'il a commandé, mais c'est pas grave. Une de ces jolies personnes contre un soufflet de sapeur. On n'obtient donc pas réellement ce qu'il désire, preuve que sa maîtrise de l'anglais est déficiente. Mais il fait semblant d'être très satisfait, ironiquement. Oh, oui, quelle satisfaction s'exclame-t-il. Ah, donc profondément, ça sert à rien. Figaro, pour Figaro, ça sert juste à temporiser, à pas répondre clairement à la proposition du comte. Ça sert aussi à faire une sorte de rapport de complicité entre les deux hommes, sur ce que le comte est censé aimer. Il aime bien la nourriture, le vin et les femmes, a priori. Mais le sous-entendu de la dernière phrase ramène le comte et Figaro à la réalité. Et si monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne, Aposiopèse lourde de sous-entendu. C'est-à-dire, oui, est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres motifs là-dessous, hein? Est-ce que c'est juste une ambassade à Londres comme ça pour le compte ou une petite mission comme ça? Et ensuite, une série d'apartés. Il y a deux apartés qui sont constatés de la part de Figaro et du comte, qui parlent chacun de leur côté. À part, il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé. À part, il croit que je ne sais rien, travaillons-le un peu dans son genre. Ça crée une sorte de complicité avec le public. Par le fait de la double énonciation, il est au courant des pensées des deux personnages, alors qu'eux ne savent pas la pensée de l'autre. Ça, c'est un artifice bien de théâtre. Euh, Ce qui nous amène au deuxième mouvement, l'Asticomiti de la ligne 25, où le sujet de la comtesse est enfin abordé. À partir de la deuxième partie, on passe à une Asticomiti, le sujet change sur la comtesse. Il y a des plus petites répliques. Dans les répliques, il y a beaucoup de questions. Le comte et Figaro essayent de savoir ce que l'autre sait ou devine. Un tour pareil. Ligne 25, le comte dit cela pour se plaindre que la comtesse lui a fait croire qu'elle était infidèle. Figaro ne répond pas directement au comte, mais lui fait entendre que lui aussi est infidèle. Du superflu à qui nous prive du nécessaire. Ligne 29, Figaro utilise ce on qui est un pronom indéfini au lieu d'elle, la comtesse. C'est un énalage quand on utilise un pronom à la place d'un autre pour faire passer une critique plus doucement que si il avait dit elle directement. C'est on, c'est plus doux. On a aussi une antithèse entre superflu et nécessaire, puisque cela veut dire que sans la fidélité du comte, tout le reste des attentions du comte sont totalement insuffisantes. Finalement, ça débouche sur une confrontation un peu plus directe entre Figaro et le comte. Autrefois, tu me disais tout, dit le comte, avec une petite aposiopèse. On a un changement de sujet, on a un parallélisme de structure, et l'antithèse dans la réponse, et maintenant je ne vous cache rien. Tu me disais tout, je ne vous cache rien, antithèse et parallélisme. Réponse insolente de Figaro. Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association? Ici, le comte raisonne uniquement par l'argent. N'humilions pas l'homme qui nous sert bien. Il utilise nous à la place de vous, toujours un énalage, pour passer une morale, hein. L'homme qui nous sert bien, c'est une périphrase pour Figaro lui-même. C'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts. Il utilise on au lieu de vous, une fois de plus, c'est encore un énalage. Vous voyez que Figaro il utilise l'énalage pour éviter de répondre trop directement au compte. Il est insolent, mais en même temps, il reste dans les limites, hein. Il ne va pas attaquer le compte trop frontalement. Ces énalages permettent à Figaro de faire passer sa critique sans être trop brutal ou provocateur. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, à l'exclamation du comte, une réputation détestable, Figaro répond par deux questions rhétoriques qui montrent son insoumission et sa remise en cause des principes hiérarchiques. Et si je vaux mieux qu'elle, y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant? Question qui prépare finalement le fameux monologue de Figaro à l'acte suivant. Bah oui, il dit ouais, finalement voilà, je vaux mieux que ma réputation, hein. Et on a effectivement une évocation dans la dernière réplique de Figaro comme
accablé par le fonctionnement de la société. Ça aussi, ça prépare le monologue de l'acte suivant. On a la répétition du pronom on. On a de l'épitrocasme. L'épitrocasme, c'est une accumulation de verbes d'action courts. Alors, si ça vous casse les pieds d'apprendre épitrocasme, apprenez juste accumulation de verbes d'action courts. Ça permet de donner de l'intensité à ce portrait, à cette hypotypose, donc c'est comme si on visualisait de la vie en société. La foule est là, chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse, arrive qui peut, le reste est écrasé. La fin annonce aussi le découragement qui va saisir le héros au moment de son monologue. Aussi c'est fait, pour moi, j'y renonce. Conclusion, on peut dire qu'effectivement cette scène est une scène très attendue de confrontation entre le comte et Figaro. Si Figaro brouille toujours les pistes avec la tirade du Goddam, ici il se fait directement accusateur de la conduite du comte. La scène se termine par une sorte de match nul, chacun restant sur ses positions. Surtout, on commence à voir les premiers signes d'un Figaro fatigué et écœuré, en guerre contre son